Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition dominicale sur la RTGA World, dont voici les principaux titres. Le rapport de développement humain au menu des entretiens ce dimanche du ministre Matata Ponyo et les institutions concernées dans la réalisation de ce rapport. Tout juste après cet échange, le Premier ministre s'est rendu à la place royale dans le cadre des visites des chantiers. Le monde célèbre ce 1er mars la journée mondiale à zéro discrimination, une deuxième édition placée sous le thème « Ouvrez-vous, tendez la main ». Occasion pour l'ONU-SIDA de combattre la discrimination sous toutes ses formes et encourager la tolérance. Un mois après le pillage de la maison communale de Ngaba, ce symbole de l'État n'est toujours pas réhabilité. Conséquence, les agents ne savent pas comment travailler dans ces conditions déplorables. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tenue vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine, sous la présidence du Premier ministre, la première réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de cohésion nationale a retracé la situation sécuritaire de la nation. Suivez le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Propos recueillis par Abdul Soko sur les images de la RTNC. Dans le cadre de l'opération Sokola 2, le rapport sur l'état du territoire a signalé en outre la prise de contrôle par les forces armées de la République démocratique du Congo des sites de Rego, Chengebwe et Kagabwe au sud Kivu, sites qui étaient occupés jusque-là par les forces négatives de FDLR. Les forces régulières congolaises ont aussi repris possession des localités de Rouvouye et Moulindi, surplombant les moyens plateaux de l'Emera, jadis contrôlés aussi par les FDLR. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a également signalé qu'en cette fin du mois de février, un total de 578 compatriotes exilés en Ouganda sont volontairement rentrés à la maison depuis le début de l'année 2015. S'agissant de la situation sécuritaire, le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, a présenté au gouvernement un rapport d'où il ressort que les forces armées de la République démocratique du Congo sont résolument engagées dans les opérations de neutralisation des forces négatives, tant nationales qu'étrangères, encore actives à l'est du territoire national. La traque lancée dès le 29 février en phase préliminaire et le 24 et 26 février successivement au sud Kivu et au nord Kivu en phase d'assaut a produit des résultats très significatifs. Quelques 33 combattants FDLR se sont d'ores et déjà rendus auprès des FARDC. Il convient de signaler qu'en raison de cette pression militaire exercée par les forces gouvernementales, 42 combattants FDLR se sont résolus à déposer d'eux-mêmes les armes auprès des préposés de la MONUSCO et 39 parmi eux ont pu déjà être rapatriés au Rwanda. À ces 75 combattants FDLR qui viennent ainsi de terminer leur macabre pérégrination à l'est de la République démocratique du Congo, il convient d'ajouter 338 autres éléments FDLR qui se trouvent pour le moment déjà entre les mains des autorités congolaises depuis la phase de désarmement volontaire, soit 186 dans les sites de transit de Kisangani, 85 dans le site de regroupement de Kanyabayonga au nord Kivu et 67 dans le site de regroupement de Walungu au sud Kivu. Il est important de souligner que ces opérations se déroulent à la satisfaction du gouvernement et des populations riveraines des sites concernés. Les détails seront régulièrement fournis par le commandement des FARDC et le gouvernement de la République au fur et à mesure de la réalisation du désarmement forcé des FDLR. S'agissant du projet DDR, qui concerne les combattants nationaux des groupes armés, le ministre de la Défense nationale a indiqué que ce projet se poursuit normalement et que nous avons pour l'instant 5111 anciens membres des groupes armés répartis entre les centres de Kamina, 1667 personnes,
de Kitona 2164 personnes et de Kotakoli 831 personnes. Le processus de la réforme de la police a été largement expliqué au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. C'était au cours d'une séance de travail que le professeur Évariste Bochab Maboudjma Bilingue a accordé aux membres du comité de suivi et de réforme de la police. Pour plus de précisions, suivez le général Michel Elessé, secrétaire exécutif du CSRP, au micro de Fidèle David Luzolo. Vous savez que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est président du comité de suivi de la réforme de la police, qui est un organe interministériel de partenariat international qui est chargé de coordonner toutes les actions de la réforme de la police. Et comme il vient d'arriver ce ministère, nous sommes venus lui présenter le processus de la réforme tel qu'il est accompli jusqu'à présent. Tout le dispositif est là. Nous avons le cadre légal et réglementaire, donc les lois fondatrices de la réforme sont là. Nous avons les plans d'action qui est là. Et ce plan d'action a commencé à être mis en œuvre par la police elle-même. Nous avons présenté au ministre avec les difficultés que nous connaissons, notamment des difficultés d'ordre financier, parce que nous avons élaboré le plan d'action quinquennal et une loi de programmation portant sur les dépenses d'investissement et de fonctionnement de la réforme a été promulguée par le chef de l'État. En principe, dans les lois de finances, il y a des crédits qui étaient prévus pour la réforme qui devaient être là. Nous espérons que pour le budget 2015, ces crédits sont inscrits. Le gouvernement congolais et les institutions concernées par l'indice de développement humain ont harmonisé leurs vues sur le rapport national de l'indice de développement humain publié le 26 février dernier. Ensuite, le Premier ministre Matata Ponyo s'est rendu ce dimanche à la Place Royale dans le cadre des visites des chantiers qu'il a instaurés pour se rendre compte du niveau de l'exécution des travaux. Images et commentaires. Le Premier ministre Matata Ponyo a présidé ce dimanche cette séance de travail sur le rapport national de l'indice de développement humain rendu public le 26 février dernier. Le ministre d'État, ministre du Budget, le vice-ministre des Finances, le directeur général de l'Institut national des statistiques et la directrice pays du PNUD y ont pris part. Madame Priya Gajraj, directrice pays du Programme des Nations Unies pour le développement, a par ailleurs certifié les données contenues dans le dit rapport. Il s'agit d'un document qui fait gagner la RDC 13 points au classement mondial. Comme promis lors de la cérémonie de publication de ce rapport, le Premier ministre Matata Ponyo a rappelé à chacun des intervenants dans l'élaboration de ce document la nécessité d'un consensus et l'objectivité dans la récolte et le traitement des données. Et il a été aussi mis en exergue la nécessité d'avoir des contacts avec New York, les différentes agences et organisations, n'est-ce pas, des Nations Unies autour de cette question pour qu'on ait tous la même vision, n'est-ce pas, des choses, la même approche. Cette réunion devra scrupuleusement permettre la prise en compte des données nationales au niveau international pour faire valoir les performances réalisées en RDC. Les différents intervenants se sont engagés à travailler dans l'harmonie pour mettre un terme à la disparité des données relatives à l'indice de développement humain. Tout juste après, le Premier ministre Matata Ponyo a effectué une visite d'inspection sur le chantier situé à la Place Royale, le chantier d'un monument avec un mât soutenu par 3 Congolais. Un civil, une femme et un soldat symbolisant l'unité nationale. Ce joyau, œuvre d'un Congolais, va contribuer à l'embellissement de la capitale congolaise et aussi à l'explosion touristique. Son inauguration interviendra dans les prochains jours.
L'humanité célèbre ce dimanche 1er mars la journée mondiale zéro discrimination. Cette deuxième édition est placée sous le thème « Ouvrez-vous, tendez la main ». L'ONU-SIDA veut combattre la discrimination et encourager la tolérance et la compassion des nombreuses façons. Un reportage de Clarisse Ekoko Kapalai et Patrick Mpezo Zanetti. La journée zéro discrimination a été lancée en 2014 par l'ONU-SIDA. Elle constitue un appel adressé aux individus partout dans le monde pour promouvoir et célébrer les droits de chaque personne à vivre une vie pleine et dans la dignité. Zéro discrimination rentre dans une stratégie de l'ONU-SIDA. On l'a lancée au plan mondial à Genève et chaque année, cette année on l'a lancée en Chine. C'est une violation flagrante des droits de l'homme, cette journée mondiale, cette discrimination si on l'a fait. Est-ce que tous les autres sont d'accord ou l'organisent? Comme je l'ai dit, il y a des pays, on a ici des pays qui ont, comme la RDC, à travers l'ONU-SIDA qui a dit on va faire ce point de presse, on va faire quelque chose. L'engagement gouvernemental, c'est ça que nous souhaitons avoir dans tous les pays. C'est-à-dire, à la lumière que nous disons, les ministres de la Justice et des droits de l'homme, le gouvernement dans son ensemble, ça va avec nous cela. Cette année, ouvrez-vous, tendez la main, thème retenu appelle la communauté à montrer son engagement en faveur de l'objectif zéro discrimination en mobilisant les réseaux sociaux et en encourageant d'autres à s'associer à la campagne. Ouvrons la rétrospective de la semaine pour dire qu'il y a exactement 2 ans depuis que l'accord cadre d'Addis Abeba avait été signé par les pays de la région des Grands Lacs en présence de la communauté internationale dans le cadre de la résolution de la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Cet accord qui comporte les engagements des différentes parties concerne aussi le rapatriement des combattants de l'ex-M23 se trouvant en Ouganda. Cette question a fait l'objet d'une réunion d'évaluation dernièrement au siège du mécanisme national de suivi. Retour sur cette réunion dans ce reportage de Jacques-Olivier Mouloubandombe. Dans la salle de réunion du mécanisme national de suivi, le coordonnateur François Mwamba, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs, Saïd Djinit, le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, le secrétaire exécutif de la CIRGL, Toumba Luaba, l'ambassadeur d'Ouganda en RDC et le conseiller de l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo. Tous ont évalué les engagements pris par le gouvernement congolais exprimés dans la déclaration de Nairobi, précisément en ce qui concerne le rapatriement immédiat en RDC des ex-M23. Cette réunion voulue contradictoire n'a pas eu lieu à cause de l'absence du délégué des ex-M23, le coordonnateur désigné René Ibandi ayant démissionné. Après échange, les garants dans le parachèvement de ce processus ont levé une option. Une délégation mixte RDC, Ouganda, communauté internationale, va devoir se rendre très rapidement sur terrain en Ouganda avec le concours du gouvernement ougandais, de manière à clarifier définitivement cette question de qui est congolais, qui veut rentrer au Congo et qui souhaite poursuivre son séjour en dehors de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas, ça a été acté par tout le monde, nous laisser entraîner dans les dilatoires. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs encourage le rapatriement des ex-M23, une façon de vider ce défi. Nous voulons encourager ce processus de mise en œuvre des déclarations de Nairobi et nous avons pris acte du fait qu'un certain nombre d'ex-M23 sont déjà été rapatriés, 182, et qu'il en restait des centaines encore en Ouganda. Dans la même logique, Saïd Djinit a salué la décision du gouvernement de combattre les ADF et les FDLR. C'était donc mardi dernier que les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé le début des opérations contre les rebelles hutu-rwandais accusés de graves crimes. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, les FARDC maîtrisent la situation. Fanny Anifa Kassimwana nous en parle.
Dans son rapport annuel, l'ONG Amnesty International qualifie l'année 2014 de catastrophique pour les victimes civiles. Elle souligne l'inefficacité de l'ONU et appelle les membres du Conseil de sécurité à renoncer à leur droit de veto. Pour cette ONG, le Conseil de sécurité des Nations Unies, cet organisme créé pour protéger les civils et assurer la paix et la sécurité, a lamentablement échoué. Amnesty International accuse les 5 pays membres permanents d'avoir constamment abusé du pouvoir et des privilèges du droit de veto pour promouvoir leurs propres intérêts politiques ou géopolitiques au détriment de la protection des civils. Pour ce faire, Amnesty International propose l'adoption d'un code de conduite par lequel les membres du Conseil de sécurité décideraient de renoncer volontairement à faire usage de leur droit de veto pour bloquer l'action du Conseil de sécurité en cas de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Un tel renoncement aurait par exemple permis à la Cour pénale internationale de poursuivre les responsables de ces crimes. Outre cette proposition, l'ONG demande d'empêcher le déferlement d'armes dans les pays où elles tombent entre les mains des groupes armés. Amnesty International exhorte à cet effet les États à ratifier le traité sur le commerce des armes entré en vigueur en 2014. Toujours dans son rapport, l'ONG qualifie 2014 d'année exceptionnellement chargée en conflit. Des millions de civils ont été tués et 15 millions de personnes ont été déplacées, ce qui constitue probablement le plus grand nombre de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Le document qui passe en revue l'état des droits humains dans 160 pays recense des exactions dans 35 d'entre eux par des groupes armés comme le groupe État islamique et Boko Haram. Amnesty International n'est pas optimiste quant aux perspectives pour les droits de l'homme en 2015. Vous venez de corriger qu'il s'agit là de la publication du rapport d'Amnesty International. Parlons à présent de la MONUSCO qui se réjouit du début de l'opération du désarmement forcé des FDLR par les FARDC à Uvira au Sud Kivu sans l'appui de cette mission des Nations Unies en RDC. Au cours de la conférence de presse de la MONUSCO de mercredi dernier, le général Abdallah Wafi a précisé que les discussions sont en cours avec les autorités congolaises pour que Joseph Kabila Kabange, président de la République, reconsidère sa position. Vicky Moukeba, Philemon Longonia et Clarisse Ekoko Kapalai. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont débuté le mardi l'opération Soukola 2 visant la traque des FDLR au sud Kivu. Cette opération qui vise la neutralisation de ces forces négatives se déroule sans l'appui de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Pour le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, le général Abdallah Wafi, bien que la MONUSCO ne participe pas à la traque des FDLR, les Nations Unies poursuivent des discussions avec les institutions de la RDC pour que Joseph Kabila reconsidère sa position dans ces opérations. Nous avons bien noté les préoccupations du président de la République, du gouvernement, y compris sur l'opération contre les FDLR. Nous sommes en contact avec les autorités politiques pour créer les conditions d'une reprise du dialogue politique et pourquoi pas pour solliciter auprès du président de la République qu'il puisse reconsidérer sa position parce que, encore une fois, nous avons la conviction que les autorités politiques veulent bien dans cette opération contre les FDLR. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez entendu le porte-parole des FARDC, Jean Kassongo, faire même état du bilan de ce qui est en train de se produire. De notre mandat, contribuer, supporter les FARDC à neutraliser tous les groupes armés, y compris les FDLR, sont extrêmement importants à nos yeux. Et c'est pour cela que nous pensons, dans les jours à venir, pouvoir influer l'ensemble du processus pour non seulement améliorer le soutien que nous apportons aux FARDC, mais aussi créer les conditions d'un bon partenariat sincère, ouvert, franc et productif. Toutefois, la MONUSCO se réjouit du début de l'opération du désarmement forcé des FDLR par les FARDC. S'agissant du calendrier électoral, la MONUSCO accompagne la Commission électorale nationale indépendante pour la matérialisation de ce processus. Notons que d'autres questions d'actualité ont été aussi abordées au cours de ce rendez-vous de la MONUSCO avec la presse.
Revenons à présent à l'affaire Mathieu Ngudjolo à la Cour pénale internationale qui est désormais close. Cet ancien chef milicien des fronts des nationalistes et intégrationnistes qui opérait en Ituri a été acquitté faute des preuves dans l'affaire qu'il opposait au procureur de la CPI, l'accusant de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les faits commis en Ituri en février 2003. Richard Chakoka Nyengele et Baudry Mata. Il est désormais libre de tout mouvement et peut se mouvoir comme il le voudra. Mathieu Ngudjolo Tchoui, ancien chef milicien de front des nationalistes et intégrationnistes de l'Ituri, arrêté à la Cour pénale internationale en 2008 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, vient d'être acquitté par la chambre d'appel de la CPI, confirmant à la majorité la décision de la chambre de première instance 2 du 18 décembre 2012. La chambre d'appel a constaté tout d'abord que les juges qui ont conduit le procès de M. Ngudjolo avaient correctement appliqué le standard de preuve tel qu'exigé par le statut de Rome, standard qui stipule qu'un accusé ne peut être déclaré coupable que si les preuves établissant sa culpabilité vont au-delà de tout doute raisonnable. Les conclusions et l'évaluation des éléments de preuve tels que ça a été produit durant le procès, donc cette évaluation et cette analyse de la chambre de première instance n'étaient pas déraisonnables. Après son acquittement, Mathieu Ngudjolo peut-il s'attendre à des dommages et intérêts de la part de la Cour internationale? Pour qu'on en arrive là, il faut donc qu'il arrive à prouver que son procès était illégal. Auquel cas, oui, on peut prévoir effectivement ce que vous appelez des dommages-intérêts. C'est prévu dans le texte, par les textes de la Cour pénale internationale, notamment dans le statut de Rome, mais dans le cas présent, jusqu'à preuve du contraire, le procès n'était pas illégal. Libre, Mathieu Ngudjolo peut désormais se choisir un pays où il voudra bien vivre. Âgé de 44 ans, Mathieu Ngudjolo, dont le premier acquittement remonte au 18 décembre 2012, était accusé d'avoir voulu effacer totalement la population du village de Bogoro en Ituri. Aux activités de l'Assemblée nationale de la semaine écoulée, ce questionnement qui a bouché les numéros des téléphones de certains opposants, difficile d'y répondre pour l'instant. Les intéressés qui veulent voir clair ont déposé mercredi dernier au tribunal de grande instance de la Gombe une plainte contre inconnus. Les opposants qui ont également expliqué le sens de leur démarche au président de l'Assemblée nationale réclament 500 000 $ en termes de dommages et intérêts pour les préjudices causés par le bouchage de leur numéro. On en revient avec Jean-Pierre Kayembe. Mais nous allons, comme je l'ai fait avec lui ici, à Bruxelles et maintenant à nouveau à Kinshasa, nous allons continuer à nous concerter sur le sujet. Je crois que le président est heureux de voir qu'il y a une volonté d'appui, parce que, je le répète, le calendrier est ambitieux. Le calendrier couvre l'ensemble finalement des échéances directes et indirectes possibles dans le pays. Nous allons voir comment aider à le mener à bien. Mais d'abord, nous avons déjà des budgets qui sont prévus pour les élections locales. Et donc je crois qu'il y avait 5 millions d'euros qui étaient encore à débloquer dans la matière. Maintenant, ce que nous allons surtout faire, c'est regarder le calendrier de manière détaillée, voir quels sont les coûts exacts et peut-être ceux qu'avec la communauté internationale, avec la MONUSCO qui est présente, qui a une capacité logistique aussi, les coûts que l'on peut réduire. Et quand nous aurons défini concrètement l'appréciation du budget global, nous verrons comment la communauté internationale, en ce compris la Belgique, peut venir en appui. En tout cas, nous avons déjà, pendant cette visite, donné un certain nombre de signaux très clairs, puisque notre coopération technique a repris une coopération très claire. Par exemple, dans l'Est du Congo, je reviens de Goma, le message a été très clairement donné au gouvernement. Vous venez là de suivre le processus électoral et la situation sécuritaire en République démocratique du Congo qui était au centre des entretiens entre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Didier Reynders. Revenons à présent à cette question qui a bouché les numéros de certains opposants. Difficile d'y répondre. Les intéressés qui veulent voir clair ont déposé mercredi dernier au tribunal de grande instance de la Gombe une plainte contre inconnus.
Dans les halls du Palais du Peuple, le MPCR Jean-Claude Vwemba et ses compères viennent d'avoir un tête-à-tête avec le président de l'Assemblée nationale. Ces opposants qui se veulent sereins jusqu'au boutiste ont expliqué à Obé Minakou le bien fondé de leur démarche. Le fait de restriction de nos droits constitutionnels en ce qui concerne nos téléphones portables. Ça, ce n'est qu'une partie. Nous avons également informé le président de l'Assemblée nationale sur le fait que la coupure de l'Internet pose un certain nombre de problèmes et cause beaucoup de préjudices aux Congolais et aux entreprises congolaises. Enfin, nous avons demandé au président de l'Assemblée de pouvoir accepter notre demande de commission d'enquête parlementaire pour savoir d'où vient cette décision de pouvoir violer la Constitution en restreignant le droit des Congolaises et des Congolais à l'information libre. Mais avant de rencontrer le speaker de la Chambre basse du Parlement, les opposants ont déposé une plainte contre inconnus dans l'affaire de ce qu'ils qualifient de bouchage de leur numéro de téléphone lors des événements malheureux de janvier. Pour être remis dans leurs droits, ceux qui se font passer pour victimes réclament une bagatelle de 500 000 $ par personne. Comment voulez-vous que dans nos bases, ils ne peuvent même plus nous avoir pendant un mois? Donc à partir de ce moment-là, nous avons demandé comme dommage et intérêt 500 000 $ à tout le numéro confisqué. Et ces 500 000 $ symboliques par rapport aux personnes qui nous ont causé du tort, parce qu'en étant députés, nos téléphones ont aussi de l'humilité. Dans cette démarche, Babala, Vwemba et Diongo qui n'entendent pas céder veulent que justice soit faite. Le gouvernement congolais vole au secours des étudiants de l'université de Kinshasa, victimes de l'incendie qui a ravagé dimanche une bonne partie du Home 80 de cet alma mater. Une importante somme d'argent pour couvrir les dépenses de soins des blessés, assistance en vivres et non-vivres aussi. Cette aide a été acheminée par 2 membres du gouvernement juste après la réunion d'urgence qui s'est tenue à la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité. Encore une fois, Jean-Pierre Kayembe. Présidée par Évariste Bochab, cette réunion d'urgence a regroupé autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, ses collègues de l'ESU, Jarre Famille, le gouverneur de Kinshasa et différents responsables des services de sécurité. Selon Théophile Bemba, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, les premiers éléments font état d'un incendie d'origine accidentelle. Nous avons reçu le rapport directeur de l'université de Kinshasa qui nous a communiqué que tout l'aile d'en bas a été incendié et qu'il y a eu des étudiantes plutôt, qui au moment où le feu s'est allumé ont commencé à jeter leurs effets au travers des fenêtres, ce qui a fait que certains badauds sont venus piller, mais les étudiants et la police universitaire ont accouru et finalement l'incendie a été maîtrisé. Incendie maîtrisé, mais le bilan est lourd. Certes, pas de morts d'hommes, mais les dégâts matériels sont énormes. 3 étudiants blessés sont pris en charge aux cliniques universitaires. Au nom du gouvernement, Esther Bochab a exprimé la compassion de la République aux victimes. D'ailleurs, sous instruction du chef de l'État, le patron de la sécurité nationale a annoncé un secours d'urgence pour soulager les étudiants touchés par ce drame. La réunion finie, le ministre de l'ESU et sa collègue du Jarre Famille ont été dépêchés la même nuit au campus de l'UNEKIN pour émettre l'aide du gouvernement de la République, une assistance composée d'un lot important, des vivres et non-vivres, entre autres des matelas, des effets en plastique, des bassines, des gobelets, mais aussi d'une somme importante pour couvrir les dépenses des soins des étudiants touchés et internés à l'hôpital. La délégation de 2 ministres a saisi l'occasion pour visiter ces étudiants. Ils souffrent de fractures. La délégation de 2 ministres a saisi l'occasion pour visiter ces étudiants et ils souffrent de fractures prises en charge par le médecin. Et aujourd'hui hors du danger. On est ensemble pour cette édition dominicale. Voici les grands titres qui marquent cette édition d'information. Le rapport de développement humain au menu des entretiens ce dimanche du ministre Matata Pogno et les institutions concernées dans la réalisation de ce rapport. Tout juste après cet échange, le Premier ministre s'est rendu à la place royale dans le cadre des visites des chantiers. Le monde célèbre ce 1er mars la journée mondiale zéro discrimination, une 2e édition placée sous le thème « Ouvrez-vous, tendez la main », occasion pour l'ONU-SIDA de combattre la discrimination sous toutes ses formes et encourager la tolérance.
Un mois après le pillage de la maison communale de Ngaba, ce symbole de l'État n'est toujours pas réhabilité. Conséquence, les agents ne savent pas comment travailler dans ces conditions déplorables. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. On se retrouve après ces tranchées.